Ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres, c'est tout de suite. Deuxième jour d'audition pour Khalifa Sall, le maire de Dakar impassible face à la pression des enquêteurs. Il affirme avoir géré la caisse d'avance de la manière la plus transparente et se déclare mentalement prêt à endurer d'autres procédures. Synthèse du rapport 2016-2017 d'Amnesty International, de graves manquements au respect des droits humains constatés au Sénégal. Selon Seydi Gassama, le gouvernement a continué à porter atteinte à la liberté de manifester. Le directeur exécutif de l'organisation Section Sénégal sera avec nous au cours de cette édition. En route vers le FESPACO, l'État du Sénégal encadre les représentants de la compétition officielle. Au nombre de 6, ces candidats vont bénéficier de l'accompagnement du ministère de la Culture jusqu'au bout. Déclaration du directeur de la cinématographie, Hugues Diaz, a fait face à la presse ce matin. L'invité du 20h, il s'agit d'Antoine Gomme, vice-président du CNP. Il va nous parler des assises de l'entreprise ce soir. Il sera interrogé par Mamadou Ibra Kane, une interview à suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres de développement. À présent. Bonsoir à tous. Au deuxième jour de son audition qui a duré 7 tours d'horloge, Khalifa Sall, maire de Dakar, se dit prêt à endurer d'autres épreuves imperturbables. Il ne compte pas céder à l'intimidation et de son avis, il a tenu les caisses d'avance de la mairie de Dakar de la manière la plus transparente. Radia Talla, Modou Diop pour le compte-rendu. Khalifa Sall, à sa sortie de l'audience, apparaît plus que déterminé. Il n'est pas prêt à céder à la pression d'où qu'elle vienne. Cette situation est source de motivation. Tout le monde suit depuis presque une semaine ces velléités de dénigrement, ces velléités d'entacher une réputation. Je voudrais leur dire que ce sera vain. Il n'y a aucun moyen à me pousser. On peut me mettre en prison, on peut m'amener où on veut. Je préfère aller en prison plutôt que de ne pas être vertueux, plutôt que de ne pas être loyal. Donc, selon le maire de Dakar, ceux qui veulent connaître les noms des bénéficiaires des financements de la caisse d'avance n'ont qu'à déchanter. C'est peine perdue, selon lui. Cette pression qui est faite sur nous, tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est nous amener à dire à qui ou qui ont été les bénéficiaires de ces fonds. Je ne serai pas, moi, Khalifa Sall, le premier maire à déflorer le nom des institutions, des personnes morales, des personnes physiques qui ont bénéficié de ce crédit. Jamais je ne le ferai. L'édile déclare ne rien se reprocher sur la gestion de la caisse d'avance. Cette caisse existe depuis toujours, depuis que la ville existe. Ses moyens, ses méthodes, ses pratiques de fonctionnement sont restés les mêmes. C'est des fonds politiques qui servent à soutenir les populations et les citoyens. C'est des fonds, c'est des crédits qui servent aussi à faire fonctionner l'État comme supplétif au niveau de la ville de Dakar. Et nous n'avons jamais dérogé aux dispositions de l'arrêté de 2003. Et je le répète, nous n'y changerons pas. Cette caisse, elle a servi aux Dakaroises, aux Sénégalaises, aux Sénégalais et à toute l'administration du Sénégal. À la fin de l'audience, Khalifa Sall et ses souteneurs ont voulu improviser une procession du palais de justice à l'hôtel de ville. Une marche qui a été dispersée par les forces de l'ordre. Actualité politique à présent, suite aux propos proférés à l'encontre du coordonnateur du Parti démocratique sénégalais Amadou Diarra. Les alliés du chef de parti de l'APR réagissent. Malick Cissé du mouvement MM2M apporte la réplique. Selon lui, l'opposition a court d'arguments parce que n'étant pas dans les dispositions pour aller aux élections, cherche la petite bête. Voilà sa réponse. Nous écoutons Malick Cissé au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. J'ose pas espérer qu'un chef de quartier ou un officier d'état civil va se permettre de faire de fausses pièces
à des étrangers pour pouvoir satisfaire un électorat. Et qui sont ces officiers d'état civil? Si nous sommes dans notre commune d'arrondissement, mais l'officier d'état civil, il dépend de lui, il dépend de sa commune. Donc si aujourd'hui, il se permet de dire que nous sommes en train d'inscrire des étrangers, moi je dis, ce n'est pas dans notre camp qu'il faut regarder, mais c'est dans son camp. Et je dis, ceci est vraiment un argument fallacieux par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, je pense que l'opposition, si elle n'est pas prête, doit chercher vraiment la petite bête dans son camp. Dans ma commune que je maîtrise, il y a une commission fixe au niveau de la mairie et une commission mobile qui de temps en temps se fixe au niveau du théâtre de verdure de Pikine. Et je ne vois pas en quoi on peut s'ériger en bouclier pour essayer de traquer ces commissions. Nous sommes des citoyens, moi je dis nous sommes légalistes. Les élections au Sénégal ont toujours été organisées par le ministère de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, que les gens se reviennent pour dire qu'ils vont mettre des brigades pour traquer ces commissions-là, moi je dis, c'est ne pas respecter le jeu démocratique. Respecter le jeu démocratique, c'est respecter la citoyenneté qui sommeille en nous, la citoyenneté qui sommeille en tous les Sénégalais. Parlons à présent de la tournée d'Aïda Mbodj, présidente de l'Alliance nationale pour la démocratie à Saint-Louis. La parlementaire libérale était dans la vieille ville pour installer le nouveau coordonnateur régional de son mouvement. Elle s'est par ailleurs prononcée sur les relations tendues entre le Sénégal et la Mauritanie. Selon elle, les autorités sénégalaises doivent se déplacer en Mauritanie pour éclairer certaines positions. Je vous propose de l'écouter au micro de nos correspondants dans la vieille ville, Ousseynou Diop et Abusek. De l'implantation, de l'installation de notre représentant, du représentant de l'Alliance nationale pour la démocratie, ici à Saint-Louis. Donc nous avons décidé, et nous le faisons savoir à tout le monde, nous l'avons posé à l'Assemblée. Je pense qu'il faudrait qu'on nous offre une bonne politique de pêche, mais sous-tendue par des relations quand même à éclaircir. Parce qu'en diplomatie, nous ne voulons pas critiquer ce secteur de souveraineté. Mais nous voyons que la diplomatie aussi a laissé faire. Et que je pense que l'État gagnerait à aller vers les autorités mauritaniennes et à éclaircir certaines positions. En tournée politique à Diourbel, le leader du PSD, Djantebi, s'est dit très peiné par la situation actuelle qui prévaut dans la capitale régionale. Chômage, pauvreté, insécurité, entre autres mots dont souffrent les populations. Mamour Cissé appelle les autorités à revitaliser les vallées fossiles. Je propose de l'écouter au micro de Mohamed Diop. Vous n'êtes pas sans ignorer que tout est prioritaire à Diourbel. Diourbel souffre aujourd'hui de tout. Manque d'infrastructures, manque aujourd'hui d'industrie, un chômage qui prend des proportions inquiétantes, mais aussi le fait que les populations se soignent très mal. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une ville aujourd'hui qui n'a qu'une seule chance. Parce que si Diourbel n'était pas avant Touba, ça allait être aujourd'hui la région, pour ne pas dire vraiment la ville la plus pauvre du Sénégal. Et heureusement, grâce à Dieu et louange à Serigne Touba aussi, qui doit permettre aujourd'hui à Diourbel d'avoir quelques retombées. Mais je pense qu'il n'y a pas de quoi désespérer, dans la mesure où nous avons aujourd'hui des patriotes et des Sénégalais qui ont aujourd'hui une vision et qui peuvent faire bénéficier de cette expérience, de ce know-how-là aussi, à Diourbel. Aujourd'hui, l'une de nos préoccupations, et j'insiste et j'appelle aujourd'hui le gouvernement du Sénégal à davantage faire preuve d'imagination sur le développement local en ressuscitant les vallées fossiles. Diourbel aujourd'hui a la possibilité d'être le grenier de Touba. Je vous l'annonçais en titre, Amnesty International a publié son rapport annuel pour le compte des années 2016-2017. La situation des droits humains dans le monde, c'est le thème de ce rapport. Il note une situation inadmissible et dénonce exactions, répression, non-respect de la liberté d'expression, entre autres. 159 pays et territoires sont concernés. Le Sénégal a été cité dans ce rapport annuel, de même que la Gambie, compte rendu à Aïssatou Paye, Thierno Laurent Mendy. Amnesty International pointe du doigt 159 pays et territoires. L'organisation dénonce dans son rapport annuel 2016-2017 toute répression, violation grave des droits humains ou souffrances humaines commises par des États ou des groupes armés.
Nous avions atteint un certain niveau en matière de liberté et de processus démocratique. Donc il est important de rappeler aux différents gouvernements que la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté d'association sont des libertés fondamentales et qu'elles participent du jeu démocratique et qu'il faut... Nous avons pu observer les répressions de manifestations en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, que ce soit au Gabon, que ce soit au Tchad, que ce soit en République du Congo, que ce soit même au Cameroun. La plupart du temps, ces manifestations interdites ou réprimées l'ont été dans le cadre d'élections qui étaient soit contestées, soit particulièrement tendues. Ce n'est pas une excuse. Le Sénégal et la Gambie ne sont pas en reste. Des points essentiels ont été soulevés, la liberté d'expression et d'opinion, des conditions carcérales et des répressions entre autres. Une situation qu'Amnesty Sénégal juge inacceptable. En 2016, le gouvernement a continué à porter des atteintes graves à la liberté de manifester. Beaucoup de manifestations à Dakar, mais surtout dans les régions, ont été interdites. Des journalistes, parce qu'ils ont donné la parole à des personnes qui ont tenu des propos, n'est-ce pas, inacceptables pour le gouvernement, ont été convoqués à la DIC, ont été détenus pendant des heures, interrogés de façon injuste. Cela doit cesser. L'État doit arrêter de persécuter les lanceurs d'alerte. Ça a commencé avec le colonel Ali Ndaou, ça a continué avec le commissaire Keita, avec Ousmane Sonko. Et maintenant, on est en train de préparer l'opinion à s'attaquer au JDM. C'est inacceptable. La condition des prisons, exécrable. Les prisons sont surchargées. On a annoncé beaucoup de mesures. On n'a pas encore vu ces mesures-là. De nombreuses recommandations sont données par Amnesty International. Il appelle les États à plus de respect des droits humains. Sur le monde syndical à présent, pour parler des élections de représentativité, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, la FGTS, était hier à Rufisque. Sidi Ndiaye et ses camarades se disent en phase avec la réforme portée par le Haut Conseil du dialogue social sur la Convention collective nationale. Toutefois, ils disent non à la mutualisation des patentes. Ousseynou Thiam, Biradiane pour les détails. À Rufisque, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, FGTS, a profité de l'installation de son comité électoral pour se prononcer sur la réforme de la Convention collective nationale interprofessionnelle. Pour Sidi Ndiaye et ses camarades, cette réforme qui va prendre en compte les véritables préoccupations des travailleurs vient à point nommé. Je voudrais demander aux travailleurs de Rufisque de s'approprier ce projet de réforme, encore une fois, qui a été mis par le Haut Conseil en orbite, pour que nous puissions la porter, pour que la réforme puisse aboutir. Et dans les jours et semaines à venir, nous ferons d'autres manifestations pour amener le gouvernement. Parce que là aussi, le gouvernement traîne les pieds. Maintenant, il n'y a plus de prétexte. La CCNI, il y a un projet de réforme. Il faut que le gouvernement prenne les choses en main, avec les organisations syndicales et patronales, que nous puissions aller vite, réformer la CCNI pour permettre aux travailleurs sénégalais de sortir de la tête de l'eau. Sur la mutualisation des patentes annoncées, cette réforme ne fera qu'appauvrir les collectivités locales comme Rufisque, selon la FGTS. Donc cette réforme-là, elle a appauvri les ex-communes d'arrondissement qui sont dans cette ville. Les employés des autres communes vivotent, ils ne vivent pas. Ils peinent à sortir la tête de l'eau. Mais ce qui est arrivé à ces communes-là, le pire risque d'arriver. Parce que c'est la ville qui aide ces communes parfois à s'en sortir. Si on lui prend ses ressources, camarades, je crois que le danger guette. Il est temps qu'on se lève ensemble, debout, comme un seul homme, pour dire non à cette réforme. Par ailleurs, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, qui accuse certains syndicats d'avoir bénéficié de soutien de l'État, soupçonne des élections de représentativité impartiales. En tournée dans la zone du sud-est, le secrétaire général de la CNTS-FC s'est rendu à Kharena, dans les sites d'orpaillage traditionnels. Cheikh Diop prône une urgente réorganisation du secteur et exhorte l'État à apporter la lumière sur la mort de Yamadou Sagna. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Moussa Omar Gueye. Suite aux douloureux événements survenus il y a une semaine à Bokodi Khossanto, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, a effectué un déplacement dans la zone aurifère. Cheikh Diop est venu pour, dit-il, apporter un message de paix, mais aussi et surtout pour lancer un appel à l'État pour une réorganisation urgente du secteur de l'orpaillage traditionnel. Il était normal donc si un d'entre eux ait des incidents au point de perdre la vie qu'on nous voit à leur côté.
ça aussi la démarche de la synthèse du changement. Nous sommes allés discuter avec eux, mais apaiser la tension et la situation. Nous sommes allés leur expliquer qu'un État, c'est un État qui doit respecter les droits des travailleurs, qui doit respecter les droits des populations, mais également les populations aussi doivent respecter la loi dans toute sa rigueur. Nous sommes allés également pour réclamer que justice soit faite sur la mort du camarade Sagna. On octroie aussi des couloirs d'orpaillage aux populations, mais qu'on assure la sécurité de ces populations-là. Nous avons constaté qu'il y a une précarité totale de ces populations. Nous avons constaté également qu'il y a une vulnérabilité totale et qu'il y a surtout le travail des enfants. Toutes choses qui font que tout ceci doit être éradiqué. Nous pensons également que les services d'ordre doivent faire le travail. Ils feront le travail, mais ils doivent aussi dans l'exercice de leur travail, respecter les populations. Le responsable de la CNTS FC, dans le cadre de cette tournée de sensibilisation dans les régions du sud-est, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou, a échangé avec les militants sur la pertinence des élections de représentativité des centrales syndicales prévues prochainement sur l'étendue du territoire national. Direction à présent département de Bignona, arrondissement de Sindian. Sur place, les conseillers municipaux plaident pour l'érection de leur poste de santé en hôpital de niveau 1 et pour cause, ils estiment que l'évacuation des malades des villages situés notamment à la frontière sénégalo-gambienne pose d'énormes difficultés en plus de comporter des risques. Le maire de Sindia s'en explique au nom des populations. Yankaoba Sagna, que je propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi. Au niveau de la santé, particulièrement, le poste de santé de Sindian polarise l'arrondissement en entier de Sindian. C'est un arrondissement où il n'y a pas de route. À partir de Sindian jusqu'au niveau des villages qui sont à l'intérieur, il n'y a plus de route. Ce sont des pistes de production qui ne peuvent même pas être empruntées par des voitures. Les femmes enceintes, les malades sont évacués pour l'essentiel par le biais de Jakarta, donc de moto Jakarta. Une femme enceinte dont la situation nécessite une certaine intervention, si elle doit quitter Djokadou ou si elle doit quitter Djaboudjor frontière, qui sont des villages qui sont à quelque chose comme à plus de 25 km à partir de Sindian en profondeur, sur des pistes de production qui ne sont pas du tout praticables, même avec des Jakarta. Donc ça indique les difficiles conditions de prise en charge des populations dans cette zone-là. Ce qui fait que nous pensons qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'ériger le poste de santé de Sindian en hôpital de niveau 1 pourrait améliorer un peu cette situation-là. Et à quelques encablures de cette zone, la bande transfrontalière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, une zone où les enfants souffrent du non-respect de leurs droits. En plus de la mobilité, les enfants sont victimes du non-enregistrement à la naissance, des mariages précoces, pour ne citer que ces mots-là. Les membres du comité départemental de la protection des enfants ont décidé d'y remédier en organisant de vastes campagnes de sensibilisation. Reportage Abdoulaye Diallo. Nous sommes à Kumbakara, une commune sise à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. C'est aussi une localité où les droits des enfants ne sont pas du tout respectés. L'étendue du territoire sénégalais est énorme. Il y a des zones extrêmement enclavées où les enfants ne jugent pas de tous leurs droits. Mais que l'État sénégalais essaye d'atteindre ces zones reculées et de savoir que ce sont des citoyens sénégalais qui ont le droit d'être protégés. Parce que tout un chacun sait que dans la région de Kolda, c'est 94% des filles qui sont excisées tout d'abord. Nous savons qu'à Kolda, il y a aussi la problématique du mariage précoce et forcé. Parce que Kumbakara, en fait, c'est une zone de transit. Et les enfants quittent la Guinée-Bissau, traversent Kumbakara et continuent. Donc, si on règle le problème lié à cet aspect au niveau de Kumbakara et que ce n'est pas réglé de l'autre côté de la frontière, il reste beaucoup de choses à faire. Idem à Dialambéré et à Dabo. Pour amener ces communautés à faire sienne des droits de leurs enfants, World Vision, en partenariat avec l'artiste Sistefa, a mené une campagne de sensibilisation dans ces différentes localités. C'était de faire comprendre aux gens le processus intégral de prise en charge d'un cas d'abus. Mais au fil des débats, le problème récurrent de l'état civil a l'emporté sur cet aspect. Oui, donc tout d'abord, nous avons voulu utiliser l'art, parce que l'art, c'est un moyen tout d'abord de communiquer.
on demande aux enfants de nous dessiner des symboles qui sont liés à ce droit. Nous utilisons la musique, nous utilisons le graffiti, comme on est en train de faire d'autres. Pour jouer leur partition dans la protection des enfants, les maires des communes de Kumbakara, Djalambéré et Dabo s'engagent. Nous réaffirmons la nécessité de protéger l'enfant dans les actes de la vie quotidienne. Nous nous engageons résolument à utiliser les instruments juridiques à notre portée pour prendre en charge les situations d'abus de tout genre envers les enfants. Ces manifestations ont été mises à profit par les autorités administratives pour inviter les maires des autres communes à inscrire la protection de l'enfant dans leurs priorités. À Thiès, les femmes actrices de développement qui interviennent dans la transformation des céréales locales veulent davantage se professionnaliser. Elles étaient des milliers à se retrouver à Thiès, dans la capitale du rail, pour mettre en place une fédération. Malgré le soutien de l'État, elles déplorent le fait qu'elles soient souvent obligées, qu'elles soient souvent oubliées plutôt dans les programmes de financement. Cheikh Anta Diop. Des milliers de femmes des 3 départements de Thiès, Mbour et Tivaouane, professionnels de l'agroalimentaire, se sont retrouvés à Thiès pour mettre en place une fédération du 10 secteurs. Ces actrices de développement spécialisées dans la transformation des fruits et légumes veulent se départir du caractère informel de leur domaine d'activité. Nous nous sommes rendus compte qu'en général, les transformatrices de la région de Thiès, les producteurs et les transformatrices, ont des problèmes d'accès aux intrants de qualité, ont des problèmes de commercialisation, ont des problèmes aussi d'exportation et même ont des problèmes d'inculquer le culte de consommer local aux populations. Donc ce qui va nous permettre de régler le caractère informel, ce qui va nous permettre de régler le caractère hors norme de la production, ce qui va nous permettre aussi de régler des problèmes d'intrants et même des problèmes d'emballage. Et puis il est prévu des formations. Elle déplore le fait que les véritables actrices de développement soient lésées dans les programmes de financement de l'État. En matière d'accès au financement des femmes, malheureusement ce qu'on voit au niveau des régions et ce qu'on déplore, c'est que les programmes de financement qui sont dévolus aux femmes n'accèdent pas aux vraies actrices de développement. Parce qu'une fois que les financements passent au niveau de la région, nous au niveau de la Chambre de commerce, nous sommes envahis. Les gens viennent nous demander où sont passés les financements, dans quels critères ça a été fait, quels sont les projets qui ont été financés. Et nous, on ignore vraiment les tenants et les aboutissants. Et même, on ne sait pas qui en a vraiment bénéficié. Nous nous sommes dit que vous savez, une organisation fêtière, c'est un organe de plaidoyer. Nous avons vraiment des partenaires au développement qui nous accompagnent vraiment. Nous avons beaucoup d'ambition. L'union faisant la force, ces vaillantes femmes de développement comptent mettre en place des centrales d'achat au niveau des 3 départements de la région de Thiès en vue d'une meilleure commercialisation de leurs produits. Parlons culture à présent. Ça y est, les 6 représentants à la compétition officielle du FESPACO ont été présentés à la presse. Hugues Diaz, le directeur de la cinématographie, s'engage à les accompagner jusqu'au bout. À cette occasion, il a souligné l'importance de la formation dans le monde du cinéma, tout en souhaitant bon vent aux différents compétiteurs. Aïssa Topay. 6 films en compétition officielle. L'espoir est là. L'objectif du directeur de la cinématographie, accompagner du mieux possible les compétiteurs au FESPACO 2017. Le premier objectif, c'est de bien accompagner les cinéastes qui ont été sélectionnés. L'accompagnement de ces cinéastes sélectionnés va se faire de diverses manières. Et d'abord, la première manière, c'est de rendre visible déjà ces réalisateurs, ces films qui vont se projeter et quand même mettre tous les atouts de notre côté sur les plans techniques, mais sur le plan de la communication. Cette année, le thème retenu, la formation. Pour la formation, ça nous le reconnaissons. Nous avons des faiblesses, nous avons tenté certaines choses mais qui n'aboutissent pas. On espère, au sortir de ce FESPACO, avec toute la réflexion qu'on espère féconde qui va découler des colloques et des rencontres, nous puissions vraiment lancer pour une fois le système de formation dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, pourquoi pas, et du multimédia. Hommage sera aussi rendu à des pionniers du 7e art sénégalais. Dans les sélections hommages, alors le Sénégal va s'illustrer encore avec 2 pionniers du cinéma sénégalais et africain. C'est notamment Paulin Soumanou Vieira
Nous avons comme autre hommage Ousmane Sembène aussi, à l'occasion de son 10e anniversaire du décès. Et le film Sembène de Samba Gadjigo va être projeté et aussi avec des hommages. Du 25 février au 4 mars 2017, tous les chemins mèneront au FESPACO, au Burkina Faso. Bon vent à nos représentants et à nos jeunes pousses réalisateurs. Hors de chez nous, dans l'actualité internationale, la grève des avocats du Congo-Brazzaville, les sanctions disciplinaires du gouvernement gabonais contre 807 enseignants pour cause de grève, la réouverture des écoles en Guinée après 3 semaines de grève, mais d'abord l'Afrique du Sud où la justice déclarée anticonstitutionnelle, la décision du gouvernement de se retirer de la CPI, le tour d'horizon de l'actualité internationale, c'est l'affaire de Daniel Diouf. Va-t-elle finalement... L'Afrique du Sud ne se retirera pas de la CPI. La justice sud-africaine estime non conforme et invalide la décision du gouvernement de quitter la Cour pénale internationale. Cette décision ne peut être prise sans consulter au préalable le Parlement. Le président et le gouvernement doivent retirer leur notification dès que possible, a affirmé un juge de Pretoria. La décision du gouvernement sud-africain de quitter la CPI était née de la polémique causée par son refus d'interpeller sur son sol le président soudanais Omar el-Béchir, poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité. Les autorités s'étaient à l'époque défendues en expliquant que M. Béchir était couvert par son immunité présidentielle. En Guinée, les écoles et les universités ont rouvert ce matin après 3 semaines de grève des enseignants qui ont entraîné des manifestations ayant conduit à la mort de 7 personnes. D'après la BBC, il y a eu peu d'affluence dans les établissements de la capitale, Conakry. Certains parents préfèrent attendre de voir l'évolution de la situation avant de renvoyer leurs enfants à l'école. La capitale guinéenne était secouée depuis plusieurs semaines par une grève des enseignants vacataires qui exigent leur intégration à la fonction publique. Le mouvement s'est durci avec l'entrée en grève des syndicats des enseignants du primaire et du secondaire de l'enseignement public qui réclamaient aussi une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Au Gabon, le gouvernement a annoncé mardi une série de mesures contre les enseignants grévistes, des mesures disciplinaires telles la suspension de solde de 807 enseignants du primaire et du secondaire, a déclaré le porte-parole du gouvernement lors d'une conférence de presse. Ces décisions interviennent alors que se sont tenues à Libreville, Port-Gentil et Lambaréné des manifestations lycéennes motivées selon le gouvernement par les enseignants. Depuis le 31 octobre 2016, l'école tourne au ralenti au Gabon. Les enseignants du primaire et du secondaire refusent de reprendre le chemin des classes tant que leurs revendications, dont le paiement d'un arriéré de primes remontant à 2015, ne sont pas satisfaites. Continue de faire des vagues au... Enfin, la nouvelle de la mort du colonel Marcel Sourou continue de faire des vagues au Congo. Dernier fait en date, la détention de l'un de ses avocats, Ludovic Essou. Les autorités congolaises estiment que pour avoir été le dernier à avoir vu le colonel Sourou quelques minutes avant son décès, il doit être interrogé pour faire la lumière sur les conditions de sa mort. Une arrestation qui ne passe pas pour ses confrères avocats. À Brazzaville, le barreau a annoncé qu'il suspendait ses activités pendant 3 jours à compter du 21 février en signe de solidarité. Un mouvement suivi aussitôt par le barreau de Pointe-Noire, 2e ville du pays. Marcel Sourou est l'ex-patron des renseignements du Congo-Brazzaville, condamné à la perpétuité en 2014 pour rébellion, détention illégale d'armes de guerre. La page sportive, une fois n'est pas coutume, nous parlerons de billard ce soir. Amateurs de billard, cette info pourrait certainement vous intéresser. Sachez que le comité national provisoire de billard va mettre en place une fédération nationale pour la discipline, des innovations pour permettre aux pratiquants de ce sport de participer à des compétitions africaines et pourquoi pas même internationales. Pour la saison 2017, des innovations sont prévues. Parmi celles-ci, l'organisation de championnats à 10 journées avec des sorties prévues à Dakar, mais aussi hors de Dakar. Le CNPB a tenu un point de presse, propose d'écouter Adama Makowar Diouf, il est au micro d'Aminata Mbariso Younoustiata. Cette année, on va mettre en place une fédération. Donc nous avons voulu mettre en place une fédération parce qu'au-delà de l'ambition qu'on a
l'ambition qu'on a de développer et de vulgariser le billard au Sénégal, nous avons une ambition africaine, c'est-à-dire aller compétir au niveau de l'Afrique et au niveau de l'international. Donc pour cela, il nous faut un minimum d'organisation. C'est pourquoi on doit mettre en place une fédération. Mettre en place une fédération cette année, nous affilier à l'AAPA, qui est le All African Pool Association, pour nous permettre de jouer la Coupe d'Afrique. Cette année, donc comme on a l'ambition de s'affilier à l'AAPA, il faudrait qu'on change nos manières de jouer, plus précisément le règlement. C'est pourquoi cette année, on va jouer le championnat avec le règlement Black Bull, qui est le règlement international reconnu au niveau des instances internationales. C'est le règlement avec lequel on joue les championnats nationaux, les championnats internationaux. Au-delà de la mise en place de la fédération, comme je vous ai dit, on va jouer un championnat régulier de 10 journées qui va démarrer ce samedi 4 mars au niveau de Venusia Pool. Cette année aussi, on va essayer de diversifier les lieux où on joue, parce que l'année dernière, on est sorti de Dakar, on est allé à Thiès. Cette année, on va aller à Thiès et on va aller aussi à Salé. Et s'il se peut, on ira à Saint-Louis. Au niveau de la fédération, on a pratiquement plus de 100 licenciés. Et les licenciés ne représentent pratiquement qu'un cinquième des amateurs de billard, comme l'a précisé tout à l'heure le président. Il y a beaucoup d'amateurs de billard, mais tout le monde ne joue pas les championnats. Et pourtant, nous, on a 100 et quelques licenciés. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas un sport qui est peu connu, c'est un sport qui est très connu. Aujourd'hui, à Dakar, partout où vous allez trouver une table de billard. C'est la fin de cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, je passe le témoin à Chérif pour la suite des programmes. C'est dans Permanence. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et ravi de te retrouver également. Rendez-vous demain pour le JT de 20h. Vous nous parlez de billard, ça sent le bon week-end avec le billard. Pas encore, il reste encore 24 heures. Tiens. Mais enfin, ça fait plaisir. Oui. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler de numérique dans l'invité du 20h avec Maoudi Brakan.